Merci à tous d'être là. Alors, pourquoi est-ce qu'on est en train de rigoler sur la durée de la conférence? Simplement parce que s'il y a déjà des gens qui connaissent mon travail, moi je suis habitué à faire des conférences fleuves qui durent 2 heures, 2 heures et demie, parce que c'est des sujets très compliqués. Et là, on m'a dit, tu as une demi-heure. J'ai réussi à négocier 40 minutes. Vous allez voir que s'il y a des gens en plus qui connaissent un peu le sujet, on va survoler beaucoup d'aspects, on pourra y revenir après. Il y a certains passages que je vais passer au pas de course, notamment tout ce qui traite de la conscience, parce que c'est des sujets qui à eux seuls sont d'une complexité absolument redoutable. Et comme le thème de la fête de la science, c'est aller contre les idées reçues, quand on vient sur un thème comme ça, on s'attend souvent à voir du chimpanzé, du dauphin, de l'éléphant, et ben vous en aurez pas. Ouais, vous en aurez un petit peu, mais le minimum syndical. Je suis allé chercher des choses qui sont un petit peu moins connues. En l'occurrence, moi je fais énormément de recherches sur les poissons et sur les abeilles, donc vous allez en avoir un peu de temps aussi. Et donc on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Mon ordinateur est un petit peu lent, donc quand je dis le vif du sujet, c'est ambitieux. Voilà. Sur la boîte à outils mentale. Alors, pourquoi je commence par ça? La boîte à outils mentale, c'est une théorie qui a été amenée par le biologiste Mark Hauser, où il part du concept que tous les animaux ont une boîte à outils de capacités communes, et tout le monde la possède. Alors, dedans, il y a des capacités de repérage spatial, se repérer dans l'espace, il y a des capacités d'évaluer les distances, d'évaluer les quantités, il y a tout un tas de choses comme ça, selon votre espèce. Il y en a que vous allez développer plus que d'autres, ou vous allez avoir plus d'outils dans votre boîte. Et ça, c'est important quand je dis en développer plus que d'autres. Puisqu'on a souvent tendance à penser que c'est un peu comme si on avait un arbre avec l'humain en haut qui possède toutes les capacités à 100%, et puis les autres animaux qui seraient en dessous avec, alors ça, ils l'auraient à 90, ça, ils l'auraient à 60, ça, ils ne l'ont pas. Alors souvent, quand vous entendez, tiens, il n'y a qu'un seul animal chez lequel on a trouvé ça à part l'humain, il faut savoir que l'éthologie cognitive, la science du comportement animal, elle a vraiment explosé depuis 15 ans. Donc en fait, on ne connaît à peu près rien des autres animaux. Hein. On est tout juste en train de commencer à découvrir des choses. Et l'idée de penser qu'il y a une espèce d'échelle, ça n'a aucun sens. Évolutivement, ça n'a aucun sens. Biologiquement, ça n'a aucun sens. Vous allez développer les compétences dont vous avez besoin dans votre environnement et dans votre société. Typiquement, nous, on a besoin, dans une société comme la nôtre, de développer un langage conceptuel très complexe. Donc, effectivement, jusqu'à maintenant, dans le règne animal, on n'a jamais trouvé de langage qui ressemble au nôtre. Mais, par exemple, vous allez avoir des animaux comme ceux-là qui ont besoin, eux, de développer une très bonne mémoire. Par exemple, le saumon. Le saumon, c'est un poisson qui naît dans des cours d'eau douce, et puis, à l'adolescence, il va prendre les cours d'eau douce, partir dans le grand océan, parcourir des milliers de kilomètres, faire sa vie, trouver un boulot, tout ça. Et puis, un jour, les hormones vont le travailler, puis il va dire, bon, allez, on va faire des petits, on retourne là où on est né. Ça va être 1 an, 2 ans plus tard. Et pendant un moment, on s'est dit, mais comment ils font pour retourner sur des milliers de kilomètres comme ça et rentrer à la maison? Eh bien, en fait, quand ils sont petits, quand ils traversent les différents fleuves, ils mémorisent l'odeur des cours d'eau, parce qu'ils ont un odorat phénoménal. Ils mémorisent l'odeur exacte des cours d'eau, les différents éléments chimiques qui sont dedans. Et 1, 2 ans plus tard, alors qu'ils sont passés qu'une seule fois, ils sont capables de reconnaître et de se dire, non, là c'est à droite. Alors, ils utilisent d'autres choses également, des points de repère visuels. Quand ils sont dans l'océan, ils utilisent leur sens, ils perçoivent le champ magnétique de la Terre aussi. On a également le casse-noix d'Amérique. Alors là, c'est un des grands champions de la mémoire, le casse-noix de Clark. Cet oiseau-là, c'est un oiseau qui mange des graines. Sauf que l'hiver, les graines ne sont pas disponibles. Et comme beaucoup d'oiseaux de la famille des corvidés, donc corbeaux, corneilles, tout ça, c'est la même famille, sont des oiseaux qui cachent leur nourriture pour pouvoir retourner la chercher plus tard. Les casse-noix, par individu, cachent environ 30 000 graines par an, dans 8 000 cachettes. Et ils retournent les chercher 6 mois plus tard, avec un taux d'erreur excessivement faible. Dans les études qu'ils ont fait en labo, c'était 285 jours minimum. Donc ils ont une mémoire absolument redoutable, ces oiseaux. Et puis également, la mémoire à court terme qui peut être intéressante, par exemple, chez les chimpanzés. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette vidéo. Ce que vous allez voir, c'est Ayumu, un chimpanzé qui est testé dans un labo au Japon. Ayumu a appris à appuyer sur des chiffres sur un écran tactile. Les chiffres apparaissent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a appris à les cliquer dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Sauf que là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont allumer les chiffres, les éteindre quasiment tout de suite, et les remplacer par des carrés. Le but du jeu, ce qu'on demande à Ayumu, c'est de mémoire de cliquer sur les carrés dans le bon ordre. Je vous mets au défi de faire ce que va faire Ayumu. Ah, l'humain, il est mieux que les autres. Bon.
D'accord. C'est bon, c'est compris? Allez, je peux essayer. Voilà. Maintenant, on a posé le respect. Et donc, dans la boîte à outils, on a montré qu'il existait beaucoup de choses différentes. Par exemple, la capacité de catégoriser. Les pigeons sont des monstres en catégorisation. On a pu leur apprendre à catégoriser plus de 2000 photos en 16 catégories typiquement humaines, genre des bébés, des clés, des trucs qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, des poissons sous l'eau, des voitures, des chaussures. Et même si on leur présente des nouveaux éléments qui correspondent à ça, par exemple, ils ont appris là à repérer des chaussures et on leur montre des nouvelles chaussures, ils sont capables de catégoriser chaussures. Et en plus, on leur a appris avec des symboles abstraits. Si vous avez déjà entendu parler de l'histoire des singes parlants qui ont appris le langage des signes, il y en a qui ont appris à communiquer avec un tableau avec des trucs abstraits, c'est exactement ça qu'on leur a appris. Un autre animal où on ne s'attend pas qu'il soit très très bon en catégorisation, c'est les abeilles. Les abeilles sont excellentes en catégorisation. Et puis on a aussi l'aptitude à capter les numérosités. C'est quelque chose qu'on retrouve chez toutes les espèces. Et les mécanismes sont identiques chez à peu près toutes les espèces. L'humain, le chien, le cheval, l'abeille, la poule comptent exactement de la même manière. Il y a les mêmes biais, les erreurs tombent au même endroit. Nous, on a pu aller plus loin grâce à notre langage, qui nous a permis de rendre abstrait certaines notions. Mais toutes les cultures humaines qui n'ont pas ces formations-là, en fait, fonctionnent exactement comme les autres animaux. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est une étude. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'écris les études avec une faute d'orthographe. J'écris les études en bas. Ça, c'est une étude de l'équipe de Giorgio Valortigara, une équipe italienne qui a travaillé presque exclusivement là-dessus. Et donc, les poussins ont été entraînés à aller là où il y a des capsules Kinder, qu'on voit là. Et naturellement, ils se dirigent vers là où il y en a le plus. Donc, par exemple, si on en prend une, qu'on la cache derrière un écran, qu'on en met deux, qu'on en met trois, et qu'on en met une là-bas, et que vous le laissez y aller, il ira automatiquement là où il y en a trois. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en mettre une là, puis ensuite, une, deux, trois, 4. Une par une, ils vont les mettre. Et ils vont les cacher derrière l'écran. C'est-à-dire qu'il faut que le poussin soit capable de compter. Il faut que le poussin soit capable de dire il y en a une, puis deux, puis trois, puis 4, et c'est là où il y en a le plus. Donc là, on a un poussin qui vient de naître. Il a 4 jours. Donc un humain de 4 jours, je vous laisse imaginer son niveau de mathématiques. Alors, la personne qu'on entend, c'est Giorgio Valortigara, en l'occurrence. Voilà. Et ensuite, là, ils vont en mettre une à gauche, et puis ils vont en mettre une, deux, trois, 4. Donc là, on l'a pas en vidéo, mais si on lui enlève la plaque maintenant, la plaque qui bloque devant, il va aller à gauche. Et là, ce qu'ils vont s'amuser à faire, c'est qu'ils vont déplacer de la gauche vers la droite. Donc là, est-ce qu'il est capable de soustraire cette fois-ci? Est-ce qu'il est capable de se souvenir qu'il y en avait 4 à gauche et 1 à droite, et qu'en déplaçant 2, on se retrouve avec une majorité à droite? Et la réponse est oui. Donc des poussins de 4 jours sont déjà capables de faire des opérations d'arithmétique. Et il y a une publication qui est sortie en 2017 d'une des co-auteurs de cette étude qui explique comment on peut même améliorer les compétences de son poussin en mathématiques. Et puis on va avoir, si mon ordinateur veut bien changer de... Bonjour. Voilà. Alors là on a Alex, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Alex a été une révolution dans les études sur les oiseaux. Ce perroquet-là, précisément, alors Alex, c'est l'acronyme de Avian Language Experiments, expérimentation sur le langage aviaire. Une chercheuse, Irene Pepperberg, a essayé de lui apprendre le langage humain, et puis ensuite de voir un peu ce que lui savait déjà. Donc ils ont beaucoup travaillé sur les nombres. Il a fait des choses encore plus impressionnantes que ce que vous avez vu avec les poussins. Il faut considérer aussi que probablement Alex était un génie parmi les perroquets. Même si bon, les perroquets sont en général très impressionnants. Et là, dans la vidéo que vous allez voir, ça va me servir de transition sur le langage qui est la partie d'après. Alex a appris à donner la forme des objets par leur nombre de points. Donc vous allez entendre Irene Pepperberg lui dire « What shape ?» Quelle forme? Alex va répondre « 4 corners » 4 coins. Ensuite, vous allez entendre Alex qui va dire « Can go back ?» Est-ce que je peux rentrer? Sauf que Irene Pepperberg, elle a la BBC devant elle, donc non. Donc elle va lui dire « No Alex, you can't go back ». Non Alex, tu ne peux pas rentrer. À ce moment-là, elle va lui demander combien il y a de clés, il va lui répondre, bon, pour lui c'est une formalité. Et il va refaire can go back. Et Irene Pepperberg va lui dire, no Alex, you can't go back. Et là, c'est là que ça va devenir intéressant, Alex lui dit, can I get some water? Est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Irene Pepperberg prend une gamelle, lui donne, et Alex ne voit pas, il tape dessus.
Et elle lui dit, est-ce que tu veux vraiment de l'eau ou est-ce que tu me demandes d'arrêter l'expérience? Et Alex répond, can go back. On n'entend rien. Donc là, elle vient lui demander de l'eau. Donc là, il vient de la manipuler en fait pour arrêter l'expérience. Alex était réputé aussi pour créer des mots. C'est-à-dire que dans le livre Alex and Me, Red Pepperberg explique que Alex connaissait les bananes. Et il avait le mot pour banane, banana, le mot en anglais. Et il connaissait les cerises, cherry. Et puis un jour, il présentait une grosse pomme rouge. Et Alex n'avait pas de mot pour les pommes rouges. Et il a trouvé que ça ressemblait à une grosse cerise avec un bout de banane. Et à partir de ce jour-là, Alex a demandé des banneries, avec une contraction de banane et de cherry. Et justement, au niveau du langage, alors il y a énormément de façons de communiquer dans le règne animal et des façons qui ne vous viendraient même pas à l'esprit. Par exemple, vous avez des poissons électriques qui communiquent par impulsion électrique. La forme d'onde transmet certaines informations et les délais entre chaque impulsion transmettent d'autres informations, comme un code Morse. Mais là, je vais m'imiter au langage oral, c'est celui qui nous est le plus familier. Vous savez peut-être que les dauphins ont une signature qui a l'air de correspondre à un nom. Alors on a montré que les dauphins en captivité pouvaient comprendre des règles de grammaire aussi. Si on leur apprenait une structure de phrase, genre objet A, objet B, verbe modifieur, par exemple, je sais pas, ballon, cerceau, prendre, dessous, le dauphin va comprendre qu'il faut qu'il prenne le ballon et qu'il aille le mettre sous le cerceau. Et c'est intéressant parce qu'il montre que si on viole les règles, eh bien le dauphin soit refuse de répondre, soit il enlève la partie qui viole la règle pour répondre quand même. Et donc on s'est aperçu que les dauphins avaient manifestement des signatures avec des noms. Chose qu'on a vue de manière encore plus marquante chez le twi à lunettes. Là, ce sont des enregistrements, donc là c'est des visions au spectrogramme. Prenons un perroquet lambda. On enregistre des moments où il chante envers d'autres perroquets. Et puis on va dire qu'il parle à d'autres perroquets. On a, je sais pas, Robert, Martha et Paulette. Et quand on passe les enregistrements de Martha, on se rend compte que sur les différents enregistrements, on a toujours cet élément-là qui arrive. Puis Robert, on a toujours cet élément-là qui arrive. Et puis Paulette, toujours celui-là. Et en fait, les chercheurs se sont rendus compte que manifestement, c'est les noms des individus, puisqu'ils réagissent beaucoup plus quand on passe une sonorité qui correspond à leur nom que quand il n'y a pas cet élément dedans. Donc a priori, ils s'interpellent. « Eh Martha, j'ai un truc à te dire », et ensuite ils communiquent. Un des résultats hallucinants, c'est ceux sur les chiens de prairie du Colorado par Kon Slobodchikov. Alors ça, c'est des animaux donc, qui vivent dans des terriers, en colonie, et dès qu'ils voient un prédateur, ils font un son bien précis pour alerter qu'il y a un prédateur. Et donc, eux, ils se sont dit, tiens, on va essayer de voir un petit peu ce qui compose ces sons, à quel point c'est précis, qu'est-ce qu'ils informent, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, ils se sont amusés à se balader au milieu des colonies, avec des grands impairs blancs, en marchant vite, en marchant doucement, en changeant de vêtements, en changeant de chercheur, en prenant, quand il y a un coyote qui passe, quand il y a une moufette qui passe, qu'est-ce qui se passe si jamais on découpe dans du bois des formes différentes. Là, on se rend compte qu'ils sont capables de donner la forme avec les propriétés physiques. Par exemple, quand c'est une forme de coyote, ils font très bien la différence entre une forme de coyote et un coyote. Mais ils sont aussi capables de faire la différence entre la forme du coyote et un gros ovale. Donc a priori, il y a des caractéristiques physiques. L'identité, manifestement, de l'individu, ils sont capables de différencier deux humains même habillés pareil. L'espèce est donnée suffisamment précisément pour pouvoir faire la différence entre un berger allemand et un coyote. Donc il y a la couleur, la taille, l'identité, l'espèce, la vitesse de déplacement, a priori. Pour l'instant, c'est ce qu'ils ont réussi à démontrer sur ces travaux-là, quoi. C'est assez impressionnant. Alors après, on commence à découvrir qu'il existe aussi des phonèmes chez d'autres espèces. Et ensuite, l'utilisation d'outils. Alors, pendant longtemps, on a dit, ouais, il n'y a que les humains qui utilisent des outils. Ok. Puis là, Jane Goodall, elle est arrivée en Afrique, la primatologue. Elle n'était pas primatologue à l'époque. Et elle a dit, bah non, les chimpanzés ils utilisent des outils. Bon, d'accord, alors on va réécrire la définition de l'utilisation des outils pour faire entrer les chimpanzés, mais pas plus. Là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des oiseaux qui utilisaient des outils. Donc bon, ça a commencé à poser problème. Peut-être que vous connaissez les corbeaux de Nouvelle-Calédonie qui sont capables de construire des outils dans des feuilles. Et c'est même d'ailleurs les seuls animaux qu'on connaît, à l'exception de l'humain, qui font des crochets, capables de réaliser des crochets. Et là, je vais m'arrêter sur une autre espèce. Ça s'est passé vers 2008 en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, vous avez beaucoup d'animaux endémiques, c'est-à-dire qui n'existent qu'en Nouvelle-Zélande.
Et puis il y a eu l'introduction, je ne sais plus si elle est volontaire ou pas, je ne pense pas, d'hermines. Et les hermines tuent énormément d'animaux endémiques. Donc ils ont commencé à mettre des pièges, donc des espèces de boîtes en bois, avec comme des grosses tapettes à souris dedans. Et ils abattent les hermines avec de l'aviron. Pendant 3, 4, 5 ans, ça s'est relativement bien passé. Des fois, dans les boîtes, ils trouvaient des trucs bizarres, des sacs en plastique, des piles, des trucs un peu louches. Et puis un jour, ils ont commencé à abattre les hermines avec des œufs. Et là, ça a été un drame. Sur les 720 pièges installés, en 2 ans, il y en a 227 qui ont été désactivés. Et quand ils les ont ouverts, il y avait des bâtons qui avaient été rentrés dedans, qui avaient désactivé le piège et qui avaient servi à récupérer les œufs derrière. Donc là, ils se sont dit, qui c'est qui est en train de désactiver tous nos pièges? Est-ce que c'est des gens de la cause animale? Qui c'est qui fout nos pièges en l'air? Donc ils ont mis des caméras qui ne s'allument que quand il y a du mouvement. Et aucun animal de la région n'était connu pour utiliser des outils dans la vie sauvage. Alors on sait qu'il y a les kéas, des gros perroquets montagnards, qui le font en captivité. Mais dans la nature, ils n'ont jamais été observés en train d'utiliser des outils. Jusqu'à ce qu'ils filment ça. Donc là, il va prendre le bâton et le rentrer dedans, et ensuite pousser. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, ils ont essayé de faire plein de boîtes super sécurisées, qui n'ont jamais marché. Les gars ont enlevé les vis, enfin, tout ça, en enfer. De toute façon, c'est une nuisance horrible en Nouvelle-Zélande, c'était perroquets. C'est extrêmement intelligent. Et en fait, ils ont arrêté de mettre des œufs dedans, et ils continuent à trouver des pièges désactivés. Et ils pensent en fait que, là, je ne vais pas mettre la vidéo en entier, mais à un moment, on le voit jouer, il se met sur le dos, il joue avec le bâton. Et on pense qu'en fait, pour eux, c'est satisfaisant de déclencher le piège. Donc ils continuent à déclencher les pièges pour rigoler. Il y a des travaux récents qui ont montré que les cacatoès aussi pouvaient faire des outils à partir de plein de matériaux différents, et toujours le même outil. Par exemple, ils ont besoin d'un outil de tant de centimètres pour rentrer dans un trou pour prendre une cacahuète. Si vous leur donnez du bois reconstitué, du carton, du papier, machin, ils feront toujours le même outil. À 1 cm près, il sera exactement ce qu'il faut pour faire tomber les cacahuètes. J'avais une vidéo à l'origine. Et ça ne se limite pas aux oiseaux, puisqu'on commence à découvrir l'utilisation d'outils chez les poissons également. Alors évidemment, vous n'avez pas de main, vous êtes dans l'eau, donc il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas balancer, par exemple, quelque chose fort pour casser. On ne peut pas l'utiliser donc avec les mains, on ne peut pas utiliser la gravité. Et puis si vous prenez un outil dans la bouche et que vous l'utilisez, et ben, si vous arrivez à ouvrir par exemple la coquille, le temps que vous lâchiez l'outil, quelqu'un d'autre est venu et vous avez piqué votre truc. Donc le monde aquatique rend compliqué l'utilisation d'outils. Néanmoins, on a de plus en plus de témoignages, déjà des poissons qui utilisent l'eau comme outil. Peut-être que vous connaissez le poisson archer, qui crache hors de l'eau et qui peut toucher des cibles, des insectes en vol, il arrive à les toucher. Il faut penser qu'il y a la réfraction, la différence de réfraction entre l'eau et l'air, qui fait que là où il voit l'insecte, c'est pas l'insecte. Donc il faut qu'il apprenne, et ça c'est appris, hein, c'est un comportement appris, il faut qu'il apprenne à tirer et à le toucher en vol. Hallucinant. Vous avez des poissons qui pondent leurs œufs sur des feuilles et qui sélectionnent des feuilles pour pouvoir être facile à découper et facile à transporter. Comme ça, si jamais il y a un danger, clac, ils coupent la feuille, ils prennent le landau et ils se tirent avec. Et puis on a eu cette vidéo super intéressante sur un labratage noir, où là il a un coquillage dans la bouche, et il est en train de taper le coquillage contre un rocher, pour l'ouvrir. Et ils ont des enclumes préférées. C'est-à-dire que là, vous voyez, on voit qu'il y a d'autres morceaux de coquillage, ça fait plusieurs fois qu'il vient, et lui a été observé en train de le récupérer 10 mètres plus loin, et de l'amener ici. Donc manifestement, c'est son enclume, c'est son lieu de travail. Voilà. Et là, vous êtes en train de voir un poisson en train d'utiliser un rocher pour casser le truc. Et on n'a pas que les poissons, puisqu'on a observé ça chez les invertébrés, chez cette pieuvre-là, qui n'a pas de nom français facile, Vaidoctopus en anglais. Et ce sont des pieuvres, en fait, qui se protègent avec alors soit des demi-noix de coco vides, qui sont jetées par les autochtones, soit avec des morceaux de coquillage, comme ça, et qui se baladent. Et ça ne doit pas être bien commode à se balader comme ça. Alors les pieuvres, c'est pareil, c'est un monde complètement à part, avec un cerveau complètement dingue. Aujourd'hui, on ne sait même pas exactement comment ça fonctionne, parce que donc, vous avez un cerveau qui est très bizarre, qui est un anneau autour de l'œsophage, et vous avez énormément de neurones dans les tentacules aussi. Et on ne sait pas exactement comment se fait la communication entre les deux, parce que les tentacules ont manifestement une possibilité de prendre quelques décisions seuls. Par exemple, là, on pourrait se demander, le tentacule qui saisit, on voit que dans la foulée, ça va lâcher. Est-ce que le tentacule saisit tout seul et que la pieuvre lui dit lâche? Aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On pense que la pieuvre a un contrôle presque total sur le tentacule, mais que, bon, des fois... Par exemple, si vous coupez un tentacule et que vous donnez à manger, le tentacule prend la nourriture et l'amène là où il devrait y avoir la bouche de la pieuvre. Alors qu'il n'est plus attaché, le machin. Donc voilà. Et une fois que, sans que c'est le danger, hop, on ferme. Et des outils, on a trouvé aussi l'utilisation d'outils chez des insectes. Chez les fourmis, par exemple,
on a montré qu'elles étaient capables d'utiliser des outils de manière flexible. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc purement instinctif, codé, etc. Si on leur donne des outils qu'elles sont habituées à utiliser et des outils qui sont plus efficaces, notamment pour absorber de l'eau, eh bien elles vont tout essayer et sélectionner ce qui est le plus valable. Et notamment là, c'est pour du transfert de liquide, elles vont utiliser les éponges qu'on leur a fournies, alors qu'elles n'en ont pas dans leur univers normal. Mais elles vont tester qu'est-ce qui est le plus facile à transporter, le plus facile à couper et qui imbibe le mieux. Et en plus, ça va varier selon le type de liquide. La viscosité du liquide va influer aussi. Donc l'idée qu'on a eue pendant longtemps que les insectes étaient des robots, on peut oublier. Hein. Les insectes, c'est beaucoup plus loin que ça. Et ça me fait la transition avec après. Ça, c'est une étude sur les bourdons. Alors, ça ne rentre pas exactement dans l'utilisation d'outils. Là, il y a des bourdons qui ont appris en fait, à tirer à la corde pour récupérer du nectar qui est au centre du petit disque bleu. Vous avez une plaque de plexiglas au-dessus, ce qui fait qu'il ne peut pas y accéder. Il faut qu'il tire la corde pour y accéder. Donc évidemment, c'est un truc qu'on leur a appris au fur et à mesure. Sur les 300 bourdons qui ont été testés, il y en a quand même 2 qui ont réussi tout seuls. Ils ont pigé comment... Alors, on ne sait pas s'ils ont pigé ou s'ils ont réussi avec du hasard, mais le fait est qu'il y a 2 bourdons qui ont réussi à résoudre cette énigme toute seule. Et il y a un observateur. Là, celui que vous allez voir avec le pompon rouge, c'est celui qui sait faire, et l'autre, c'est l'observateur. Vous êtes vraiment en train d'observer un bourdon en train de tirer la corde. Et donc l'observateur, il a plusieurs phases. Première phase, il va se contenter de faire n'importe quoi, voler autour, rien regarder. Et puis quand l'autre va avoir la nourriture, bon Dieu! Donc il va sauter dessus, il va aller chercher la nourriture. Et puis, au fur et à mesure, il va regarder, il va faire, ça a l'air bien son truc, là. Il va commencer à regarder. Puis après, il va se dire, attends, mais moi aussi je veux le faire. Il va commencer à tirer un peu. Il faut réaliser qu'il y a 12 pattes dessus d'un coup, donc ça ne marche pas très bien. Et puis jusqu'au moment où il va être capable de le faire tout seul. Et ce qui est fou, c'est qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, il va devenir suffisamment bon pour pouvoir servir de démonstrateur à un autre bourdon. Et quand vous laissez les bourdons de la colonie rentrer librement dans le truc, eh bien, on s'aperçoit que même lorsque le démonstrateur n'est plus là, ou qu'il décède, ou quoi que ce soit, de nouveaux démonstrateurs apparaissent puisqu'ils ont appris la technique, et on se retrouve avec une colonie qui connaît un comportement que d'autres colonies ne connaissent pas. On appelle ça une transmission culturelle. Et donc dans les cultures, on en retrouve maintenant, on en retrouve chez énormément d'espèces, en fait, souvent quand on cherche, on trouve, même chez les poissons. Et donc il y a des cas très célèbres, par exemple celui-ci, les macaques du Japon, des scientifiques qui ne travaillaient pas du tout là-dessus au départ, ils travaillaient sur des chevaux sauvages, se sont rendus compte qu'ils donnaient des patates aux macaques, et il y a une jeune femelle, Imo, qui a commencé à nettoyer les pommes de terre. Et puis elle les nettoyait, donc c'est des animaux qui vivent au bord de l'eau, au bord de la mer. Donc, elle est nettoyée un peu dans de l'eau douce, puis un peu dans de l'eau de mer. Puis au fur et à mesure, ça s'est transmis dans le groupe. Puis ils ont voulu voir, bon, pourquoi ils nettoient, quoi. Ils leur ont donné des patates propres. Est-ce qu'ils vont nettoyer des patates propres, ces ânes? Oui, ils le font, mais que dans l'eau de mer. Et on vient d'assister à la création de l'assaisonnement chez les macaques. Et ça, c'est quelque chose de nettoyage des pommes de terre. Il y a une publication qui vient de sortir il y a 2 semaines, ça a été observé chez des sangliers aussi, qui nettoient des pommes dans les cours d'eau. Et après, on a des traditions complètement débiles qui apparaissent. Genre ça. Ça, c'est Julie. Julie, qui est une chimpanzé, elle a pris l'habitude de se mettre une herbe dans l'oreille. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est quelque chose qui s'est répandu progressivement dans sa société de chimpanzés. Je crois qu'il y en a encore aujourd'hui qui se baladent avec ça dans l'oreille. On a aussi des apprentissages. On a des vrais apprentissages. Par exemple, chez les suricates qui vivent en Afrique subsaharienne, il faut qu'ils apprennent à se nourrir. Je vous laisse imaginer, quand vous vivez dans des zones désertiques, les proies, elles ne se laissent pas faire. Hein, c'est du scorpion, c'est machin qui n'a pas envie de se faire manger. Donc, dans ces groupes-là, vous allez avoir... Alors, le couple dominant, vous entendrez souvent ça. Couple dominant et les autres. Alors, le couple dominant, en général, c'est les parents, et les autres, c'est les enfants. Les histoires de mâle alpha, femelle alpha, c'est... Globalement, c'est relativement du mythe. C'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Et donc là, en fait, les groupes, c'est 80% de la famille. On a les 2 parents, et puis ensuite, on a les enfants de toutes les générations dessous. Et donc, les petits ne sont pas capables de manger des scorpions, imaginez les machins. Donc, les frères et sœurs, ce qu'ils vont faire, qui sont plus grands, quand les petits vont être tout petits, ils vont leur apporter des scorpions morts, pour qu'ils apprennent un peu à manipuler la bestiole. Et puis, quand ils vont être un peu plus grands, il faut qu'ils apprennent à chasser. Mais c'est hyper dangereux, on leur amène un scorpion, puis c'est pas des scorpions pour rigoler là-bas, hein. C'est des scorpions, ça tue un humain. Hein. Donc, ce qu'ont faire les frères et sœurs, c'est qu'ils vont sectionner le dard du scorpion et leur amener le scorpion vivant, mais pas dangereux. Enfin, un peu, il pince, mais il ne peut plus tuer. Donc si le scorpion se tire, ils vont partir, ils vont chercher, ils vont ramener, jusqu'à ce que les petits soient suffisamment aptes pour manger tout seul, et là, ils vont leur amener des scorpions entiers. Donc on commence à se rendre compte de plus en plus qu'on cherche qu'il existe comme ça des apprentissages vraiment directs chez les autres animaux.
Et on commence à en trouver chez les insectes aussi. Et puis forcément, quand on fonctionne dans une société, eh bien, il faut des règles. Et donc, ça, c'est Franz de Waal, un des plus grands primatologues au monde, très célèbre, qui va nous montrer un des piliers de la vie en société, qui est la morale. Donc, les piliers de la moralité, d'après Franz de Waal, c'est, qui est un grand spécialiste de ça, la réciprocité, donc l'équité, et l'empathie, la compassion. L'expérience est faite sur des singes capucins, sur des femelles. Je précise des femelles parce que les mâles sont beaucoup moins réactifs que les femelles à ça. Dans les sociétés de capucins, il faut partager. Il faut partager. On ne plaisante pas avec ça. Il faut que tout le monde ait des parts égales. Et donc, là, ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont avoir une femelle et ils vont lui donner un caillou. Elle va prendre le caillou et elle doit le rendre. C'est la tâche qu'elle doit mener. Quand elle le rend, elle est récompensée. On lui donne une tranche de concombre. Vous allez le voir dans la vidéo, la tranche de concombre, c'est parfait. Prend une tranche de concombre, elle la mange, ça va très bien. Sauf que, dans la cage d'à côté, il y a une autre femelle. L'autre femelle, on va lui donner un caillou. Elle va rendre un caillou, et elle va recevoir un grain de raisin. Et alors, autant vous dire que le concombre, c'est de l'eau, basiquement, hein, le grain de raisin, c'est quand même vachement meilleur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il risque d'y avoir peut-être un petit problème entre les deux, vu qu'il y en a une qui a une récompense mieux que l'autre. Et bien, vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Donc, celle que vous verrez dans la cage de gauche, c'est celle qui va recevoir du concombre. Et celle dans la cage de droite, voilà, elle va recevoir du concombre et elle va recevoir des raisins. Et pour cette expérience, d'ailleurs, ils ont pris des femelles qui n'avaient jamais été testées sur ça. En fait, ils pensaient que la réaction allait être plus forte. Bah, vous allez pouvoir en juger de vous-même. Voilà, donc là, il est en train de dire, vous noterez que à la fois où on lui donne du concombre à la toute première fois, ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc là, elle rend le caillou, il donne le concombre. Donc ça passe très bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment chez les espèces très sociales. Il y a des règles à respecter. Si vous ne respectez pas les règles, ça se passe pas bien. Et donc, on sait aussi que les rats sont très forts sur l'équité. Il y a un très fort besoin d'équité chez les rats. Par exemple, là, c'est une expérience où un rat rentre dans une boîte et il y a un autre rat qui va rentrer dans la boîte en face. Et s'il rentre dans le compartiment de droite, il y a de la nourriture que pour lui. S'il rentre dans le compartiment de gauche, il y a de la nourriture pour les deux. Et on se rend compte que préférentiellement, ils choisissent la boîte où il y aura de la nourriture pour les deux. Alors, je ne vais pas attendre d'entrer dans le détail du truc, mais en fait, pas tous. Il y a vraiment des pourris aussi. Il y en a qui préfèrent en donner aux jouets parce qu'ils mettent un jouet pour voir si c'est juste la présence d'un individu ou un vrai rat, et eux, ils préfèrent donner aux jouets. Et puis, on a montré qu'il y avait probablement de l'empathie aussi chez les rats, c'est-à-dire que si on enferme dans une boîte un camarade, eh bien, ils vont essayer de le sortir, même si à côté, il y a de la nourriture qu'ils adorent dans une même boîte, eh bien, ils vont d'abord sortir leur camarade avant d'aller chercher la nourriture pour partager. Et de même, si le camarade est dans une espèce de petite piscine où il est en train de nager, où c'est un peu la panique, eh bien c'est pareil, le rat va aller sortir, parce que les rats ne peuvent pas du tout être mouillés, et on se rend compte qu'en plus, si jamais lui-même a subi ce sort avant d'être dans cette espèce de piscine, il va apprendre presque 2 fois plus vite, probablement parce qu'il se projette sur le truc. Alors ensuite, dans les sociétés, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à se dire, oui, donc il y a le mal alpha, il y a machin, etc. Alors vous avez des sociétés qui sont ultra despotiques. On va être clair, les sociétés de primates notamment, c'est immonde, il vaut mieux pas être un subalterne dedans. Mais pas toutes. Vous avez des sociétés où ça peut se passer beaucoup mieux. Alors là, on voit des lycaons. Alors ce que je vais vous demander, c'est de regarder le lycaon qui est là, et le lycaon qui arrive à droite. Regardez ce qu'ils font, et essayez de deviner ce qui est en train de se passer. C'est tout. Il vient de se passer quelque chose. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui vient de se passer? Oui, mais des systèmes à vote. Ah, pardon. Alors, pas exactement. C'est l'éternuement qui compte. L'éternuement est un vote chez les lycaons. C'est-à-dire que là, la troupe est stable, est statique, et le lycaon là-bas veut partir. Qu'est-ce qu'il fait? Il éternue un coup. S'il est assez haut dans la hiérarchie, il aura besoin que 2-3 autres lycaons éternuent aussi,
Et à ce moment-là, la troupe se lève et part. S'il est bas dans la hiérarchie, il faudra une dizaine, douzaine de votes pour que ça parte. Donc vous avez les individus plus influents, mais la démocratie prend le dessus. Et ça, on en connaît plein des espèces qui fonctionnent comme ça, avec des démocraties, des votes. Vous avez les macaques de Tonquéran qui, eux, s'assoient carrément dans la direction où ils veulent aller. Et puis ensuite, plus il y en a qui sont assis dans cette direction, donc ça marche. Mais on sait que les vaches font ça aussi. Chez beaucoup d'ongulés, on a ça, les bisons. Et ensuite, donc, vous avez, dans les sociétés, il faut gérer les punitions, gérer les conflits, les réconciliations. Par exemple, ce que vous voyez là, ce sont 2 mâles chimpanzés. On vient de leur donner de la nourriture. Il va falloir la partager. Donc ça risque de mettre des tensions, des choses comme ça. Eh bien, il y a des phénomènes de pré-réconciliation, c'est-à-dire qu'ils s'étreignent dans les bras, un peu pour dire, toi t'es mon copain, on va pas se battre, etc., pour se préparer à partager. Après les conflits, il va y avoir aussi, s'il y a des conflits, des réconciliations qui vont avoir lieu. Il peut aussi y avoir des punitions. Par exemple, là, vous avez 2 loups. Alors sur cette tâche-là, donc vous avez une planche de bois, et il faut être 2 pour tirer à la corde. S'il n'y en a qu'un seul qui tire, la plaque se met en biais, vous ne pouvez plus amener la nourriture. Ça a été testé chez plein d'espèces. Et donc les loups y arrivent très bien. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait le test, en faisant rentrer un premier loup qui est super excité, avec un deuxième loup derrière. Vous faites rentrer un premier loup hyper excité. Il rentre, il prend la corde, il tire, il développe le truc, il le fout en travers, ça marche plus. Le deuxième loup rentre, il arrive, il boit ça, il va niaquer le premier. Il y a une punition. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as pas attendu? Là, juste pour vous donner une idée d'à quel point ça peut être compliqué des sociétés, on va prendre le cas d'une société de hyènes tachetées. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement hiérarchique, c'est des sociétés matriarcales. Donc c'est les femelles qui dominent là-dedans. Vous allez avoir une femelle A. La femelle A domine la femelle B. Tous les enfants de la femelle A vont dominer la femelle B. A1 domine B, A2 domine B, A3 domine B. Pareil pour tous les enfants de B. A1 domine B1, et domine B2, domine B3, A2, etc. Au sein de tout le clan-là, des enfants de A, ils sont placés hiérarchiquement les uns au-dessus des autres par ordre d'âge. C'est-à-dire que les plus jeunes sont au-dessus des plus âgés. Ça, c'est des clans qui fonctionnent en fission-fusion, ça peut être des groupes de 90 individus. Donc forcément, il leur faut à peu près 2 ans aux petits pour commencer à connaître l'organisation générale du groupe. Et puis vous avez tout un jeu d'alliances, parce que souvent on pense que ceux qui dominent, ceux qui sont hauts dans les hiérarchies, ce sont ceux qui sont les plus agressifs, les plus forts, les plus gros. Mais c'est rarement le cas en fait. Dans ce genre de société, c'est plus ces individus qui ont des bonnes alliances, des bons amis. Par exemple, il faut défendre une carcasse contre d'autres membres du clan, il vaut mieux être allié avec sa famille et peut-être une autre famille. Parce que c'est ça en fait, un clan fission-fusion, c'est que vous pouvez avoir 90 individus qui vont défendre le même territoire, et puis des petits groupes qui vont aller manger ensemble ou chasser ensemble, etc. Donc des fois il y a 2 familles qui vont s'allier. Et les mâles, à l'âge adulte, enfin à la puberté, vont soit quitter le groupe et aller rejoindre un autre clan, mais on sait qu'ils reconnaissent toujours les membres de leur famille des années plus tard. Et quand ils vont arriver dans un nouveau clan, alors s'ils restent dans le clan de la mère, ils vont garder leur rang de la mère. S'ils vont dans un nouveau clan, ils arrivent tout en bas d'une hiérarchie de mâles qui est à part de la hiérarchie des femelles. Et là, les mâles sont organisés par ordre d'arrivée. Donc plus le mâle est là depuis longtemps, plus il est haut placé, et plus il peut prétendre à sortir avec des femelles haut placées. Plus le mâle est jeune, moins il peut, etc. etc. Et en plus, du coup, quand ceux qui arrivent, c'est super compliqué, donc au départ, ils ne savent pas trop s'y prendre, ils attaquent un peu, ils vont voir un peu les femelles qu'ils n'ont pas le droit d'aller voir, donc ça ne se passe pas toujours très bien. Et on a des choses comme ça aussi chez les poissons. Par exemple, là, vous avez un mérou et une murène, et on s'est aperçu que les mérous ont développé un langage gestuel pour appeler les murènes pour chasser avec elles. 2 espèces différentes. Hein. Par exemple, si une proie rentre dans un récif, et que le mérou, parce que le mérou, un beau poisson, le mérou, il ne peut pas rentrer dedans, et bien il va aller chercher une murène, et on sait qu'en plus, les poissons qui vont chercher les murènes sont capables de déterminer quelle est la murène la plus efficace entre plusieurs murènes. Il va la chercher, et il est capable de pointer le trou dans lequel est rentré le poisson. Et si vous ne me croyez pas, l'étude est dessous. Il est capable de pointer le trou où se trouve le poisson, et la murène va rentrer dedans, et soit elle arrive à attraper le poisson, et c'est elle qui gagne, soit le poisson sort, et le mérou, c'est un nageur hors pair, c'est lui qui attrape la proie, et il gagne. Et ils ont vraiment une communication entre eux. Et ça, juste avant de switcher, d'accord, ça ne veut pas switcher, c'est important de comprendre aussi toutes les traditions dont je parlais tout à l'heure qui s'enchaînent, tout ça, parce que souvent on n'y pense pas quand on fait de la conservation, des machins, on déplace des populations. Il faut bien penser que quand vous déplacez des populations, vous risquez d'enlever des individus qui ont des connaissances et d'avoir des individus qui ne peuvent plus gérer les endroits. On se rend compte avec la pêche notamment. La pêche tue les individus les plus gros. Sauf que les poissons les plus gros sont les plus vieux. Les plus vieux sont ceux qui ont le savoir. Vous détruisez les adultes d'une population de poissons, vous pouvez attendre autant que vous voulez, la population ne se recréera pas. Parce que le savoir est perdu, comme quand vous tuez une matriarche chez les éléphants.
Donc ensuite, on a ce qui est la conscience. Alors là, je vais passer un peu plus vite dessus, on pourra en parler après. Il y a plein de façons différentes de tester la conscience chez les animaux. Alors on a le fameux test du miroir, qui est extrêmement discutable, qui pose pas mal de problèmes. En gros, on va dire s'il est réussi, c'est un indicateur pas trop mauvais pour dire qu'un animal a conscience de lui. S'il est échoué, en revanche, on ne peut pas s'appuyer dessus. Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il peut être échoué. L'animal se fout complètement du miroir. L'animal a peur du miroir. Par exemple, les gorilles ne regardent jamais un autre gorille dans les yeux, c'est une agression. Donc les gorilles ne réussissent pas le test du miroir. Les seuls gorilles qui réussissent, c'est des gorilles qui ont été élevés par l'homme. Et puis pareil, c'est un truc qui est réussi. Par exemple, souvent vous allez entendre « Ah, les éléphants se reconnaissent dans le miroir ». Alors, les éléphants d'Asie, il y en a 3 qui ont été testés, il y en a un qui l'a passé. Les chimpanzés, sur 90 testés, il y en a 21 qui l'ont passé. Récemment, on a un poisson, le labre nettoyeur, lui là, qui vient de le passer. Il faut que ça passe en comité de lecture encore, mais pour avoir lu l'étude en détail, ça passera sans problème. C'est un des tests les mieux passés. C'est splendide. Mais on a des animaux, par exemple les cochons, qui ne réagissent pas du tout, mais quand vous leur laissez un miroir et vous cachez quelque chose et ils peuvent uniquement se servir du miroir pour retrouver, bah, ils arrivent à se servir du miroir pour retrouver. Donc ça veut probablement dire que en fait, leur image, ils n'en ont rien à carrer, quoi. Donc ensuite, il y a plein d'autres choses. La métacognition, c'est le fait de savoir ce que je sais, être capable d'évaluer mon incertitude. Alors c'est quelque chose qu'on a démontré chez plein d'espèces classiques, on va dire, chimpanzés, machin, etc., chez les macaques. Mais on commence à avoir des indices chez les poules et chez les pigeons, qui remplissent une partie des tests, pas tous, mais on commence à se dire que c'est les protocoles qui sont pas bons en fait. Parce que par exemple sur les rats, il y avait des tests qui ne réussissaient pas, on a modifié les protocoles et maintenant ils réussissent. Et on a deux études, qui montrent que les abeilles et les bourdons sont capables d'évaluer leur niveau d'incertitude. Donc il faut que ça soit plus poussé, qu'on puisse déduire un peu plus de choses, mais fort à parier que dans les années qui arrivent, on va avoir des surprises avec ces insectes. Alors on a la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est être capable d'attribuer des états mentaux à un autre individu, de se mettre dans sa tête. Ça, on le montre très clairement chez les corvidés, donc la famille corbeau, tout ça. Alors, on le montre chez des primates. On a des indices chez les cochons. Le problème, c'est qu'ils ont fait ces études dans les années 2000 et ils ne les ont pas reproduites. Et c'est bien dommage parce que il y avait des choses à faire. Et puis pareil, on a une étude qui laisse un indice. Alors, celle-ci, elle est discutable, je la mets parce que j'aime trop les vidéos. C'est une étude sur les bourdons où, dessus, on apprend à un bourdon en fait, c'est le concept de distributeur de boissons. Vous mettez une pièce, vous avez une boisson, génial. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre au bourdon qu'il faut mettre une balle dans un trou pour qu'on donne à boire. Donc là, avec un faux bourdon, on lui apprend, on lui montre comment on fait. Et ça ne marche que si ça ressemble à un bourdon. Si ça ne ressemble pas, ça ne marche pas, il n'apprend pas. Et donc ensuite, ils mettent une solution de sucrose sous la balle. Donc là, hop, il vient de s'en rendre compte, ouais, trop cool à boire. Donc très rapidement, parce que les bourdons sont des très bons apprenants, le bourdon se débrouille tout seul. Voilà pourquoi j'ai mis comme cette vidéo. Je pourrais la regarder des heures, celle-là. Ouais, mais ça s'arrête pas là. C'est qu'ensuite, ils mettent un démonstrateur. Donc lui devient démonstrateur et il y a un observateur. Ils mettent 3 balles à 3 distances différentes. On regarde ce qu'il fait, il prend la balle la plus proche, il la met dans le trou. Ok, ça se passe bien. Par exemple, sur ce cas-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils collent les 2 balles les plus proches. Donc il ne peut plus amener les balles les plus proches. Donc il est habitué à aller chercher uniquement la plus loin et l'amener dans le trou. Même si on ne colle plus les balles, au bout d'un certain moment, il ne va même pas chercher les 2 plus proches, il va directement sur la plus loin. Et là, on met un observateur. Que va faire l'observateur? Est-ce qu'il va aller chercher la même balle au fond pour la ramener? En gros, est-ce qu'il est juste influencé par la présence d'un autre bourdon et que plus ou moins par hasard, il va y arriver? Ou est-ce qu'il comprend ce que l'autre veut faire? Et est-ce qu'il va prendre une autre balle, même si elle est d'une autre couleur, noire par exemple, et la mettre dans le trou? Et bien voilà la réponse en image. Là, c'est l'observateur, vous allez voir. Il va directement sur la plus proche. Donc il n'est pas influencé uniquement par la présence de l'autre bourdon, il n'est pas influencé par la couleur de la balle. Manifestement, il a compris quel était le but de l'autre. Ça, c'est réussi du premier coup. Sur les 30 bourdons testés, 25 ont réussi du premier coup. On n'est pas à parler de théorie de l'esprit encore, c'est un peu... voilà. Mais on ne peut pas non plus cracher dessus. Alors après, il y a tout ce qui est mémoire épisodique et anticipation. Pareil, je vais passer assez rapidement dessus. L'anticipation, c'est être capable de prévoir le futur. On s'est rendu compte que à peu près tous les animaux peuvent prévoir le futur, même les insectes. Par exemple, des geais qui sont enfermés dans une cage en 3 compartiments, comme ça. Si vous leur mettez de la nourriture, donc ils ont accès dans la journée aux 3 compartiments, et la nuit, on les enferme soit dans celui de gauche, soit dans celui de droite. Il y en a un qui a de la nourriture et pas l'autre. Eh bien, on se rend compte que, au bout d'un moment, ils vont apprendre que le matin, il n'y a pas à manger dans un des compartiments.
bah, quand vous leur donnez accès à tout, et ben dans la journée, ils vont mettre la nourriture dans tous les compartiments pour avoir accès le lendemain matin. Et aussi qu'ils sont capables de savoir ce qu'ils ont caché à quel endroit. Par exemple, s'ils ont caché des verres de farine qui vont se périmer au bout d'un certain temps, et des cacahuètes qui, elles, ne se périmeront pas, eh bien, ils vont chercher les verres de farine en priorité, jusqu'à arriver à la période où c'est trop tard, et où ils vont être périmés, et là, ils vont passer sur les cacahuètes. Donc, mémoire épisodique, c'est tout ce qui est mémoire aussi, c'est la mémoire subjective, c'est-à-dire biographique. Je me souviens de ce que j'ai fait, avec qui, dans quel contexte, quel était mon état émotionnel. On croyait que c'était typiquement humain, on est en train de le retrouver chez plein d'espèces, des singes, des rats, on commence à le découvrir chez les poissons aussi, chez pas mal d'espèces, les sèches, on commence à avoir des indications, le labre nettoyeur encore. Et ce qui est de l'anticipation, il y a des études qui sont en train d'être faites sur les abeilles, où en fait quand elles construisent les rayons de la ruche, c'est pas du tout quelque chose d'automatique. C'est quelque chose, manifestement, qu'elles prévoient à l'avance, elles sont capables de déplacer le chemin du rayon si jamais la surface où ils sont en train d'aller n'adhère pas. Mais ça, c'est des études du XVIIIe siècle qui sont en train d'être répliquées tout en ce moment même. Donc, impatient de voir le résultat. Et donc, pour ce qui est de la conscience, en 2012, on a eu des chercheurs qui se sont réunis et qui se sont dit, mais en fait, dans le grand public, il n'y a pas vraiment de connaissances sur la conscience des autres animaux. La science avance, mais ça n'arrive pas dans le grand public. Donc, après une journée de conférences de plein de neuroscientifiques, tout ça, ils ont décidé de faire la déclaration de Cambridge. Déclaration de Cambridge qui se termine par ce texte-là. L'absence de néocortex, donc c'est la partie la plus récente de notre cerveau, l'absence de néocortex ne semble pas empêcher un organisme d'éprouver des états affectifs, des états émotionnels. Des données convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients, ainsi que la capacité de se livrer à des comportements intentionnels. Par conséquent, la force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Les animaux non humains, notamment l'ensemble des mammifères et des oiseaux, ainsi que de nombreuses autres espèces, telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques. Et là, on est en 2012. Depuis 2005, allez, on va dire depuis 2013-2014, les études sur les poissons ont explosé. Vous pouvez très largement rentrer les poissons dedans. Il n'y a plus aucun problème là-dessus. Et donc, je vais terminer sur cette partie-là, terminer sur ce qui arrive là, sur un truc un peu iconoclaste, la perception de la mort. Aujourd'hui, on ne sait pas comment les animaux perçoivent la mort, pour la raison suivante, deux points ouvrés les guillemets, on n'a pas cherché à savoir. Il y a des travaux qui sont faits, notamment sur les corbeaux, mais on prend un groupe de corbeaux et on leur met un corbeau empaillé qui a été récupéré au fin fond d'un tiroir dans un musée. C'est un peu comme si j'allais dans une société primitive humaine, que je prenais une momie, que je leur posais, je regardais s'ils allaient pleurer la momie. Évidemment que non, ils ne vont pas pleurer la momie, ils ne la connaissent même pas. Enfin. Donc les études sur les corvidés, c'est ça pour l'instant. Mais les témoignages laissent quand même beaucoup de doutes. Alors là, c'est que des vidéos, j'ai pas le temps, je ne vais pas tout passer. Mais on sait par exemple que chez les éléphants, il n'y a quasiment plus aucun doute, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la mort. Là, c'est chez des langurs, chez des chimpanzés, ça c'est une vidéo très récente, 2016, autant pour moi, d'une femelle qui, son fils adoptif vient de mourir, et elle est en train de lui nettoyer la bouche. C'est un truc qu'on voit beaucoup chez les chimpanzés, qui nettoient les autres. Il y a ce cas-là, il y a beaucoup d'anecdotes qui reviennent, là c'est dans un essai qui s'appelle Animal Morning, où je crois que c'est une philosophe, raconte l'histoire de deux canards qui ont été sauvés d'une usine de foie gras à New York, et qui en fait ont créé une relation hyper fusionnelle, et quand il y en a un qui est décédé, l'autre s'est couché dessus, est resté pendant des heures, elle n'a plus jamais socialisé avec personne, comportement qu'on connaît chez beaucoup d'espèces qui font des couples, les oies notamment. Et là il y a une vidéo qui est extrêmement récente, chez des pécaris, qui sont donc des cousins très proches des cochons, et c'est un enfant de 8 ans pour l'école, qui a mis des pièges vidéo, donc quand un animal passe, ça enregistre, et il a filmé ça. Vous avez une carcasse de pécari, un pécari qui est mort ici, et un autre qui vient le voir. Et en fait, ils vont continuer à le voir pendant plusieurs jours, le protéger contre les coyotes, revenir la nuit, se coucher contre lui la nuit. Alors, je ne vais pas vous dire qu'ils prennent des stages, j'en sais rien, mais le fait est qu'on a de plus en plus de comportements étonnants. J'en ai pas parlé, mais avec les pies aussi, l'éthologue Marc Bekoff a vu des espèces d'équivalents de rites funéraires chez les pies où elles recouvrent une pie morte avec des feuilles et des branches. Voilà, et là on voit qu'ils n'abandonnent pas la carcasse. Alors c'est très bien qu'il est mort, hein. Pas qu'il n'y a plus rien à faire avec. Voilà. Donc, j'en termine là. Je vais terminer sur un point. Il faut vraiment comprendre qu'on a été bloqué avec des schémas mentaux très problématiques pendant des années. La science a eu beaucoup de mal à avancer sur l'intelligence animale. En réalité, ça fait que 20 ans qu'on avance vraiment à grands pas. Aujourd'hui, on les tue beaucoup plus vite qu'on les découvre. Mais en réalité, les années qui arrivent vont probablement mettre encore énormément de coups de pied
dans tout ce qu'on pensait être le propre de l'homme, de cette espèce de notion de supériorité qui en fait n'a pas de sens d'un point de vue évolutif. Voilà, je vous remercie. Et puis ça c'est moi, et puis c'est la bénédiction de demain. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner en bas de l'image et ensuite cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra, qui vous permettra d'être tenu informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Vous pouvez aussi mettre des pouces bleus, des commentaires, partager et faire à peu près ce que vous voulez parce que c'est votre vie et c'est pas à moi de vous dire quoi faire. Si vous voulez soutenir mon travail financièrement, eh bien j'ai mis en place une page Tipeee dont le lien est dans la description de cette vidéo sur laquelle vous pourrez vous inscrire et faire des dons. D'ailleurs, je tenais à remercier vraiment très fort tous les premiers donateurs. J'ai même fait une liste, donc je remercie Mélodie, Camille Xiaofou, Glagla, Chmoupi, Fanny, V. Bernard, Cécile, Fulminor, Baptiste, Mtelnek, Gabriel, Boris, Michel, Amélie, Govegan, Artalias, Karine, Gomesia et Bacriote. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les gens qui ont relayé sur les réseaux sociaux et puis de manière générale tous les gens qui sont autour en ce moment, c'est assez waouh quoi. Si jamais vous voyez les fêtes de Noël arriver avec une grande inquiétude et que vous ne savez pas quoi offrir à vos proches, eh bien vous avez de la chance, j'ai mis la main sur le meilleur ouvrage jamais réalisé dans l'histoire de l'humanité. Il s'agit de cette bande dessinée, qui s'intitule Les paupières des poissons et qui traite donc des poissons, de leurs paupières et de plein de choses chez les poissons. Elle a été co-réalisée par Fanny Vaucher, qui est la plus grande artiste vivante aujourd'hui, comme on peut le voir à ses aquarelles, et le texte non moins brillant a été écrit par un illustre inconnu. Nous ne savons pas de qui il s'agit, mais c'est... waouh. Voilà, dans tous les cas de figure, je vous aime très fort. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.